Revenons maintenant sur cette épidémie d'Ebola qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest et qui soulève de plus en plus de craintes en Occident. Alors, où en est-on? Les autorités médicales canadiennes sont-elles prêtes? J'ai avec moi Régine Laurent de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le microbiologiste Richard Marchand. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'abord, je vous propose qu'on regarde ensemble un reportage de mon collègue de l'émission Découverte, Dany Lemieux, qui nous rappelle ce qu'est ce fameux virus et comment il peut se propager. On regarde ça. Les premiers cas sont survenus à la suite de la manipulation d'animaux infectés, comme les chauves-souris ou les singes. Chez l'humain, l'Ebola ne s'attrape pas par voie aérienne, contrairement à la grippe. Le principal mode de transmission est le contact direct avec les fluides biologiques d'une personne infectée, notamment le sang et les vomissures. La salive, les larmes et la sueur sont des vecteurs de moindre importance. Pour que l'infection se propage, il faut absolument que le sang ou les vomissures du malade entrent en contact avec les muqueuses ou la plaie d'un nouvel hôte. Après la mort, le virus survit dans le sang de sa victime pendant des semaines. Le cadavre reste donc contagieux. Sur les surfaces contaminées, l'équipement médical et la literie, la survie d'Ebola est courte, quelques heures tout au plus. Les risques de contagion indirecte demeurent donc très bas. En ce moment, le taux de transmission du virus varie d'un pays à l'autre. Par exemple, en Sierra Leone, chaque victime en contamine 2 autres. En épidémiologie, ce niveau de transmission est relativement faible. Dans le cas de la rougeole, on note que chaque malade infectera 18 autres personnes. Pour que l'épidémie d'Ebola se résorbe, chaque nouvelle victime devra nécessairement en contaminer moins d'une autre. L'OMS annoncera la fin de l'épidémie lorsque aucun cas ne sera répertorié pendant 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation du virus. Nous sommes encore bien loin d'une telle annonce. Ici Dany Lemieux, Radio-Canada, Montréal. Oui, on est encore loin d'une telle annonce. Alors, on voit que dans ce reportage que finalement, le virus Ebola ne se transmet pas si facilement que ça. Alors, on peut se demander comment il se fait qu'aux États-Unis, qui est pourtant la fine pointe sur le plan médical, qui est si bien équipé, n'a pas réussi à contenir la propagation du virus. Docteur Marchand, comment ça se fait? Ce qu'on sait du virus, pour contrôler un virus qu'on appelle de niveau 4 en termes de risque de dangerosité, il y a 3 conditions. Il faut l'équipement approprié, il faut un entraînement approprié, parce que c'est pas juste d'avoir cet équipement-là, il faut être formé, entraîné et entraîné et entraîné pour être capable de s'en servir, parce que toute petite erreur, toute petite manipulation inadéquate peut être fatale. En fait, ça prend un entraînement de type quasi militaire ou même militaire franc. Et la 3e condition, ça prend un système de commandement fonctionnel, efficace à l'intérieur du système qui assure la surveillance et les soins. Tout à fait. Alors, est-ce que nous, on aurait fait mieux qu'aux États-Unis s'il y avait eu un cas chez nous? Je ne suis pas certaine du tout. On est quand même mieux qu'aux États-Unis, mais il y a des choses qu'on a apprises aujourd'hui avec la conférence des infirmières des États-Unis, entre autres, et du reste du Canada. Moi, j'étais certaine qu'aux États-Unis, qu'il y avait déjà un protocole, tout le monde était prêt, et j'ai appris que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je leur disais, on leur demandait, mais pourquoi on entend qu'il y a eu une brisure dans la chaîne? Ils ont dit, ben non, il n'y en avait pas de protocole. En plus, il y a des hôpitaux privés qui ont acheté les gants les plus cheap qui se déchirent à rien. Parce que le système de santé, il y a une partie qui est privée. C'est ça. Et quand on parle d'équipement, c'est que c'est faut que ce soit un équipement vraiment adapté à chaque personne. L'équipement, pour monsieur, ça ne me va pas, moi. Le masque, donc il faut avoir ça. Il faut que ce soit adapté à chaque personne et non pas être en train de taper, comme elles nous ont raconté aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'au Québec, on a le temps encore, en faisant de façon pressée, mais on a le temps de faire les choses, c'est-à-dire de faire de la formation, de s'assurer qu'on a l'équipement, que tout le monde a un équipement et qu'on a la formation dont vous parliez. Il y a un sondage aux États-Unis qui dit qu'il y a 85 des infirmières qui disent ne pas avoir reçu aucune formation. J'en doute pas. Même pas la moindre indication là, sur ce qu'elles doivent faire. J'aurais mis ça en doute hier, mais après la conférence de cet après-midi, je n'en doute plus.
Bon, là, vous dites ça prend de la formation, Oui. mais comment dans les hôpitaux en ce moment, les infirmières n'ont pas eu cette formation? Elles n'ont pas eu cette formation et elles sont très inquiètes parce qu'elles disent il n'y a aucun temps mort en ce moment dans les établissements. Tout le monde, on travaille tout le temps, pendant les 8 heures ou 12 heures qu'on est là. Donc, elles se disent, bien oui, j'ai vu un papier, mais un papier, ça ne veut pas dire que j'ai la formation. La formation d'un équipement, il faut l'essayer, il faut le tester, il faut l'enlever et il faut s'assurer qu'il y ait des équipes dédiées, des équipes miroirs, comme on dit. Donc, il va surveiller comment je l'enlève, comment je le mets. On n'a pas ça en ce moment au Québec, dans tous les établissements de santé. À l'Institut de cardiologie, est-ce que vous avez eu des simulations? Est-ce que On ça a, s'est fait bien des, passé? on a fait des simulations. En fait, sur papier, tout le monde est prêt, semble-t-il, si on c'est se ce fie qu'on au dit, message c'est ce qu'on qu'on nous dit. dit. Mais dans la réalité, sur le terrain, cette formation, ces entraînements répétés n'ont pas eu lieu dans la majorité des établissements, sauf peut-être les centres dédiés. Voilà. Alors, Ça, c'est les deux hôpitaux. les deux là, hôpitaux. qui sont- C'est les deux Oui. hôpitaux. Or, nos essais, nous autres, ont démontré, par exemple, au niveau de nos infirmières en prévention des infections, que pas habituées à manipuler ce genre d'uniforme de protection, bien, se contaminaient elles-mêmes dès le début. Et ça prend 2, 3, 4, 5, 6 répétitions avant d'être capable de se protéger de façon adéquate sans se contaminer. C'était la même chose au laboratoire aussi, où on a mis en place des simulations. Donc, il faut faire cet entraînement, hein, c'est comme pour le militaire, il faut entraîner les soldats, les réservistes à répéter des gestes de façon régulière pour être capable de le faire. Or, pour faire cet entraînement, il faut libérer les personnes, il faut organiser le fonctionnement de l'hôpital. Il faut le budget. Et il faut les budgets. Voilà. Actuellement, les budgets ne sont pas libérés. Or, on laisse chaque hôpital, dans le contexte des coupures actuelles où actuellement on cherche à tout éliminer, et on n'a pas défini ce qu'il faut pour que les bottines suivent les babines. Puis Donc, je entre pense la que réalité et la théorie et la réalité. là, ça finalement, fait quand même plusieurs jours qu'on en parle et qu'on exprime les inquiétudes de différentes façons. Moi, je pense que c'est assez. Moi, je pense qu'on est rendu où la santé publique devrait faire un exercice de communication réel. Dire à la population, voici X nombre de professionnels en première ligne. On a autant d'équipements, les voici pour ce monde-là. Voici comment on va faire. Voici le programme de formation que tous les établissements vont devoir appliquer. On va libérer les gens en combien de temps, etc. Bon, après ça, au moins, on va être capable de savoir vers quoi on s'en va réellement. Et là, on nous demande de marcher avec la foi. Ça marche pas. Et Et le voici docteur le Barrette dit il y a des protocoles, il y a des Ouais. mesures, tout est en place, on est prêt. Sur papier. Il n'y a pas de protocole. il y Sur en a. papier. Ils sont là, sur papier. Maintenant, il faut travailler avec ces protocoles. Qu'est-ce que ça veut dire? S'assurer qu'on va avoir le soutien clinique 24 heures par jour. Si un cas se présente, je ne sais pas, moi, sur la rive-sud de Montréal, à 1 h du matin, il faut savoir qui dans l'établissement prend cette responsabilité, qui sera mon soutien clinique, qui va s'organiser pour avoir immédiatement le mettre en isolation, qui va me dire, effectivement, j'ai l'équipement. Parce qu'en ce moment, ce que sur le terrain, ils me disent, bien, je ne sais même pas où est l'équipement. S'il y en a un, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, on ne me l'a pas montré. C'est pas normal. Vous vous dites qu'il faut l'essayer, il faut Ça prend le bon équipement. Il faut Ça- l'intégrer, en fait. hein. Ça prend le bon équipement, ça prend un bon entraînement et ça prend une ligne de commandement Voilà. claire, précise et efficace. Ça vous et, inquiète? C'est ça. Et ça prend le budget qui va avec. Oui. Parce que s'il n'y a pas de budget, il n'y a, Ils feront pas. il y a rien qui se fait. Non, non, là, on est dans les structures. Fait que laissons tomber les structures pour un moment, puis mettons l'accent sur la formation là-dessus. Est-ce que je me trompe ou on sent une plus grande inquiétude de la part du corps médical face à cette épidémie par rapport peut-être à d'autres épidémies? Bien, l'anxiété augmente et l'inquiétude augmente plus on nous dit que tout est là. Fait que quand on se rend compte que tout n'est pas là, mais c'est sûr que l'inquiétude augmente parce qu'on sait que c'est pas tout à fait exact. Alors, quand on nous dit oui, tout est là, tout est correct, alors on se dit, bien, ça n'arrivera pas, donc ça ne changera pas. Donc, je vais rester dans l'inquiétude. Oui, parce que c'est quand même le personnel médical qui est le plus touché quand on regarde ce qui s'est passé en Afrique. Et quand on regarde ce qui se passe maintenant en Occident, c'est la même chose. J'ai plusieurs confrères qui se disent, et consoeurs, qui se disent pas trop inquiets parce qu'ils sont à peu près convaincus que ce qu'ils connaissent des techniques d'isolement est satisfaisant et adéquat. Or, ceux qui sont rassurés, c'est parce qu'ils n'ont jamais, en général, travaillé avec ce genre de microbes. Parce que ceux qui ont travaillé avec des micro-organismes là, aussi dangereux que le niveau 4 sont, en général, pas rassurés du tout. Certains craignent aussi une mutation du virus. Docteur Ouais. Marchand, est-ce que c'est possible? Tout est Qu'il puisse possible se avec la transmettre de biologie. façon aérienne, ça, est-ce que c'est une possibilité ou non? C'est peu probable dans ce modèle de virus-là, mais tout est possible avec la biologie. Ça, il faut savoir que la nature trouve toujours un chemin pour amener de grands changements. Il y a toujours eu des épidémies à tous les 50 ans qui éliminaient 10 à 15 de la population de la planète. Nous, on est dû depuis trentaine d'années. Un jour, il va en avoir une, c'est à peu près certain.
Mais en même temps, il y a quand même assez peu de cas là, pour le moment en Occident. Est-ce qu'on est en train d'exagérer toute cette affaire-là, d'en faire Non, on trop? n'exagère pas. Non. On demande juste d'être préparé. Si le cas arrive dans 3 jours ou dans une semaine, il faut déjà être préparé. C'est juste ça. C'est ça, faire de la prévention. Et c'est ça, empêcher que ça se propage. Madame Laurent, Ouais. docteur Marchand, malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, si ce n'est pas l'Ebola, ça sera la grippe aviaire, ça sera un autre virus. Donc, il faut se préparer Voilà. et pour tous les virus possibles. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Belle-sœur de Michel Tremblay, revisitée pour ses 50 ans de pièces de théâtre en joual à Comédie musicale en anglais. C'est après la pause au Téléjournal.